Bien, merci beaucoup à Marc et Émilie de la salle de m'avoir invité. Bonjour à tous, donc c'est Bacca Desmarans, ufologue passionné de mythologie et d'ufologie. Donc on va commencer, donc c'est l'ufologie, mythologie en miroir. Alors pourquoi en miroir? On va commencer déjà avec peut-être un des premiers ufologues, s'il en est. Il s'agit de Charles Fort. Donc là, on voit son livre, le livre des damnés, en 1919. Donc, il faisait une collecte de tous les phénomènes en fait étranges et mystérieux au cours des siècles, à la fois des pluies de bonnets, de sang, de cailloux, de choses étranges qu'on peut retrouver plus tard dans la mythologie de Côte de Vence, si c'est une mythologie, c'est peut-être une vérité. Donc il y a tout cet aspect en fait de la mythologie lié à cet auteur qui a commencé, œuvré, on va dire, à mettre en avant ces phénomènes-là qui étaient peu connus. Voilà, donc ce livre des damnés, donc il y a la Gazette fortéenne. Ensuite, il y a été donc quelque chose de très important, donc au début du siècle. Et bien sûr, il y a tout le travail de Powell et Bergier, le Matin des magiciens, qui a mis en avant aussi beaucoup de ce genre de phénomènes, où on peut parler de mythologie. Voilà. Donc on va commencer avec certains phénomènes. C'est Bâle en 1566, où en fait les 27 juillet, eh bien, il y a eu des batailles en fait dans le ciel. Donc c'est les premiers, on va dire, phénomènes ovni, on va dire, recensés dans l'histoire, parce que il y a des images, des peintures liées à ce phénomène-là. Et donc on peut parler de batailles, de choses qui se présentent dans le ciel et qui, en fait, ont commencé une certaine, on va dire, mythologie des ovnis, mais dans le passé et dans un temps ancien. Voilà. Alors, on peut dire que aussi Paracels a le 13 août, par exemple, 1491, il a fait une invocation. Par exemple, donc 7 hommes sont apparus en habits soyeux. Donc il y avait déjà dans des siècles passés ce genre de choses de mythologie par rapport aux fées, par rapport aux lutins, par rapport aux phénomènes, on va dire, pré-ufologiques. Il y a Falcius Cardan, voilà, donc son père était un alchimiste, il faisait apparaître les sylphes, par exemple, 5 sylphes, par exemple, d'1,20 m, c'est pareil, des sortes d'invocations, ce genre de choses. Alors, il y a un livre qui est important, c'est donc la République mystérieuse, voilà, de Robert Kirk. Donc il s'agit des elfes, faunes et fées, donc en 1691, qui en fait est le premier à répertorier en fait le phénomène des fées, des lutins, des elfes, des faunes. Donc on va voir l'image ici à l'écran. Et donc c'est l'organisation secrète, en fait. Parce que bon, la République mystérieuse, c'était en même temps pour dire qu'il s'agissait de fées, en fait. Pas de fées, hein. Donc de lutins, qui apparaissaient dans des âges anciens. Voilà, donc là on va le faire apparaître ici à l'écran. Voilà. Donc l'organisation mystérieuse, l'organisation secrète, donc 1691, on voit tout petit. Il y a des faits comme par exemple Goethe, en 1768, il a 16 ans et il aperçoit comme un amphithéâtre de lumière. Alors Jacques Vallée parle de cela, bien sûr. Jacques Vallée, un des présidents ufologues, a avoir mis en avant en fait le phénomène de la magonie.
Alors la Magonie, justement, c'est Passport to Magonia. Son premier livre, c'était en 69, c'est Chroniques des apparitions extraterrestres. À la base, il ne voulait pas l'appeler comme ça, c'est le titre français. À la base, il voulait l'appeler, donc, enfin, c'est le titre anglais, donc Passport to Magonia, la Magonie. Et en fait, il s'agit de l'évêque, de l'histoire de l'évêque Agobard. Donc à Lyon, il y a eu en fait un bateau volant qui est apparu donc, en 840. Et on va dire trois hommes et une femme sont descendus. La ville, les gens de la ville les ont vus et ont essayé de les attraper, ont voulu les lyncher. Et finalement, l'évêque Agobard a dit non, ce sont bien des êtres humains. Il ne s'agit pas d'être d'un autre monde. Sauf qu'il est le premier donc, à mentionner le nom de la Magonie. Voilà. Donc c'est un fait quand même important que le relate donc, Jacques Vallée aussi. C'est pour ça qu'il a appelé son livre Passport to Magonia. C'est quelqu'un de très important dans l'ufologie et qui a été le premier en fait à faire le parallèle entre le mimétisme, entre le phénomène ovni et le mythe des fées, des lutins, de la mythologie ancienne. Et on peut même dire que Charlemagne, en son temps, a fait même des traités contre les fées. Et ce sont des histoires réelles. Alors, bien sûr, il y a tous les évangiles qu'on peut remonter, aux évangiles apocryphes, à Ézéchiel, dont a parlé donc, von Däniken, par exemple, puisque c'est la théorie des anciens astronautes. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, on peut revenir à plusieurs âges, en fait. Dans la mythologie, par exemple, irlandaise, il y a la gentilhommerie. Donc en 1846-1847, Ben, en fait, est apparue une sorte d'aristocratie qui enlevait en fait des personnes, des femmes, des hommes. Ça rappelle aussi un peu le phénomène des Yéllé. Yéllé, c'est en Roumanie, dont a parlé Jean Librero, par exemple, dans Dan Farkas, OVNI en Roumanie. Donc il y a ce phénomène-là aussi qui apparaissent. Donc c'est Yeats qui a été avec ses fairy tales, en 1892, qui a parlé justement, et aussi Evan Vance, donc en 1911, le Fairy Facility Countries, qui a parlé du fait qu'il y a des faits donc relatés dans la mythologie. Donc il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un échange, on va dire, d'eau, de nourriture lié aux faits. Qu'on retrouve après dans on va dire dans le phénomène ovni, par la suite. C'est ça qui est très intéressant. Donc, par exemple, la gentilhommerie demandait de l'eau pure en échange de nourriture, ou inversement, il demandait de la nourriture, et il y avait un échange. En fait. Et ce qu'on peut constater, c'est par exemple des cas ovni, par exemple comme le cas de Joe Simonton. C'est Eagle River, le 18 avril 1961, où cette personne, en fait, voit arriver dans son jardin des ufonautes. Alors, ce qu'on appelle ufonautes, ce sont des... Alors, je ne vais pas dire extraterrestres, ce sont des personnages, en fait, d'un autre monde, d'une autre contrée, d'un autre univers, d'un multivers, une autre dimension, pas spécialement donc, extraterrestre, au sens du mot. C'est pour ça que je fais référence à Jacques Vallée, qui n'a jamais mentionné vraiment le phénomène extraterrestre, sauf récemment avec Trinity, où il parle d'accord pour qu'il y ait eu des crashs, parce que pendant longtemps, il n'était pas tout à fait d'accord. Donc ce cas de Joe Simonton, il y avait un échange en fait de nourriture. En fait, ces êtres-là lui demandent de l'eau pure. En échange, ces êtres-là lui donnent en fait des gâteaux de sarrasin. Alors ce qui est très curieux, c'est que ces gâteaux de sarrasin ont été analysés en laboratoire. C'était des gâteaux d'instruments à coque. Et il n'y avait rien de particulier. Sauf que voilà, c'est quand même assez étrange que le phénomène, par des biais, on va dire, un peu familiers, un peu... comment dire, c'est un peu...
plein de surprises. Parce que c'est pas tellement courant, en fait, de donner des nourritures. On pourrait donner autre chose, quelque chose d'une civilisation. Et là, en fait, il s'agit de quelque chose de très basique, qui est primaire, qui est par rapport à l'instinct humain, en fait, qui est de manger, par exemple. Donc il y a ces cas d'échange de nourriture. Il y a pas mal de choses de ce style. Donc par exemple, il y a eu des apparitions de lutins, de fées, mais qui pouvaient aussi être des iPhonautes. Par exemple, le 25 juin 1967, là il s'agit sept écoliers en fait ont essayé de poursuivre un petit homme en bleu avec un chapeau et une barbe dans les monts Chiltern en Angleterre, et ils n'ont jamais réussi à l'attraper, par exemple. Donc en 1967, ces petits hommes, ces petits lutins, normalement, ne sont plus d'actualité dans la légende. Le légendaire des fées, on va dire, s'arrête à partir du moment où il y a la civilisation, on va dire, d'électricité, l'utilisation des voitures, et les faits se retirent dans l'imaginaire. Puisque, on va dire, dès 1900, on mentionne beaucoup moins le mythe des fées, par exemple. Donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi, par exemple, le fait qu'il y a des fairy rings. Les fairy rings, c'est des cercles de fées. Alors les cercles de fées, finalement, la Terre devient meuble après, et elle est très sèche, elle ne repousse pas. Et c'est ce qu'on retrouve avec le phénomène ovni, où aussi la Terre et l'herbe ne repoussent pas. Donc c'est assez intéressant le parallèle qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a un parallèle? Moi je pense qu'il y a quelque chose en commun, puisqu'il y a les mêmes actions, les mêmes effets. Par exemple, on va dire qu'un des premiers cas d'OVNI en France, c'est 1930. Ça se passe en Ardèche, donc le 15 avril 1930 à Montréal, on se trouve en France là. Et en fait, il y a un cas donc, d'une sorte de fusée qui apparaît, qui a été beaucoup enquêté par Eric Zorcher, notamment, qui était sur place, qui a fait des recherches. Voilà. Et cet appareil en fait mesurait de 10 à 12 mètres de haut. Il y a eu des traces au sol. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces années-là, des années 30 à 50, il y a beaucoup de traces au sol, ce qui disparaît ensuite dès les années 60, où il y a beaucoup moins de traces. On va dire que c'est une phase d'effet vitrine, où le phénomène veut se montrer. Il y a une sorte d'élusivité, il y a une sorte d'ostentation, et en même temps il se cache. Donc ce qui est intéressant, c'est ce fait qu'aussi le phénomène se calque, on va dire, aux appareils du moment. Donc là, dans les années 30, on commençait à avoir des sortes de fusées, il y avait les V2, il y avait ce genre de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que le phénomène, par exemple, il y a les fameuses fusées de 1946. Il s'agit de fusées donc, en Suède, où il y a eu des centaines de fusées qui ont été vues par des témoins, qui sont tombées en fait, dans des lacs, et on va dire des crashs de rien. Il n'y a jamais eu, il y a eu des recherches militaires, des recherches scientifiques, on n'a jamais rien retrouvé. Et ce qui est curieux, c'est que ces fusées, en fait, avaient l'aspect de V2, avaient un aspect justement militaire ou d'armes secrètes, et donc c'est en parallèle avec la peur du moment. Alors, est-ce que bon, on peut parler bien sûr d'armes secrètes militaires, mais c'est assez étrange, puisque le phénomène a commencé à faire du mimétisme donc dès le Moyen-Âge, mais après, surtout à partir de 1897, il y a toute une vague en fait, de dirigeables, la fameuse vague des airships, qui a commencé à San Francisco en 1896, et donc en mars-avril 1897, il y a eu énormément de cas de dirigeables, donc on appelait ça l'airship, et qui sont apparus donc pendant pendant 2 mois, c'est une vague en fait, parce qu'il y a la vague par exemple septembre-octobre 54 en France, qui est assez connue, et là il y avait cette vague de 1897, donc qui se trouvait aux États-Unis dans le Midwest américain.
Donc, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des avions fantômes dans les années 30 en Suède qui prenaient l'aspect donc justement aussi d'avions. Donc, il y a tout ce phénomène en fait à chaque fois du mimétisme avec la technologie en fait du moment. Donc, ça c'est intéressant de le remarquer. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Donc après, on va aborder d'autres choses. Donc toujours dans l'aspect en fait de la mythologie, donc ufologie, il y a pas mal de choses donc à dire. C'est que aussi il y a des cas, par exemple comme le 12 novembre 1968, en Argentine, c'est un pilote donc, qui voit un ovni qui, à la suite, voit donc un grand cercle après apparaître de champignons blancs géants. Et c'est ce qu'on retrouve souvent après les passages aussi de fées. C'est-à-dire qu'en fait, les fées laissaient des fois des champignons assez géants, donc il y a des choses assez étranges à ce niveau-là. Donc d'un phénomène parallèle entre toujours la mythologie des fées et le phénomène ovni. Voilà. Par exemple aussi, le Erasmus Darwin, qui est le grand-père de Darwin, en 1789, a vu ces anneaux de fées, les a constatés. Voilà. Donc à l'époque, on prenait certaines choses au sérieux. Donc il y a toute cette vague en fait, voilà, d'apparition. Et il y a un cas aussi, il y a des cas d'enlèvement, de mutilation de bétail qui se retrouvent dans le phénomène ovni plus actuellement et qui se trouvaient déjà à l'époque dans les années 1897 avec ces fameux dirigeables, où on retrouvait après souvent par exemple des chevaux qui étaient on va dire disséqués, il y avait des mutilations de bétail déjà à l'époque. Donc ça c'est intéressant, faire le parallèle. Donc il y a eu ces genres de choses. On sait que par exemple aussi il y a ces mutilations-là avec les chupacabras au Brésil par la suite. Il y a des cas, par exemple, de choses comme cela. Alors, il y a plusieurs cas, par exemple, la vague de 1954 aussi est très intéressante, parce qu'elle se passe donc justement en septembre-octobre, elle dure donc juste 2 mois, et donc il y a eu énormément de cas. Et il s'agissait souvent de fermiers ou de personnes dans les champs qui voyaient ce genre de phénomène. Donc, il y a le cas, par exemple, de Chaboy, qui est intéressant, en 1954. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans ce cas-là, en fait, il y a, après coup, il y a un témoin qui est revenu, et, enfin, un ufologue qui est revenu pour enquêter sur le sujet, et ce qu'on peut constater, ce qui est drôle, c'est que il y a, dans la mythologie passée, on parle déjà des sortes de nordiques, ou de blonds, et là, cette personne, en fait, aurait dit qu'elle ne pouvait pas tout dire sur ce cas, donc elle avait vu une sorte d'ovni avec un petit être, avec une sorte de petit casque, comme une sorte de lutin, et elle aurait été donc abordée par, soi-disant, des Nordiques au Grand Blanc qui lui auraient dit de ne pas parler de certaines choses. Alors, on retrouve ce phénomène aussi des Grands Blancs, par exemple, chez les Indiens Cherokee, où eh bien, il y avait des hommes, en fait, des sortes de personnes qui avaient des yeux de lune. Et là, on est en 1797. Il y a pas mal de choses. Jacques de Mailleux aussi parle de ça dans L'agonie du Dieu Soleil. On peut retrouver en fait ce genre de choses, du fait que des Nordiques ou des Blonds seraient venus dans ces pays-là. Aussi, par exemple, il y a en 1924, avec la carte du Rif, en fait, il y a donc, on appelle ça les géants du Maroc. Alors ça, c'est Laurent Bessy qui en parle dans Les Géants et l'Atlantide, et la Croix aussi, donc à l'époque. Et alors, pendant cette guerre, en fait, des militaires ont rencontré des sortes de blonds qui avaient des yeux bleus, mais qui parlaient une langue inconnue. Alors c'est assez étrange. Pourquoi on retrouve toujours ce phénomène ou ce mythe des
des blondes dans des temps anciens aussi. Ce n'est pas que Adamski, c'est aussi des cas dans le légendaire et dans des cas plus anciens. Il y a aussi donc au Séphar, dans le désert en Tassili, Jean Lotte a découvert en 1935 des peintures rupestres, donc qui étaient analysées aussi par Von Däniken, et on peut voir aussi ce qu'on appelle le grand dieu Mars. Donc il y a pas mal de choses dans les peintures rupestres dont on peut retrouver aussi de l'archéologie mystérieuse, dont a parlé par exemple Peter Colosimo et d'autres, hein, Jean Sandy ou Louis Charpentier. Il y a plein d'auteurs qui ont parlé de ces choses-là. Donc ensuite, il y a pas mal de choses à expliquer. Là, je voulais juste présenter par exemple ce livre-là sur les gens Atlantides. Voilà. Donc ensuite, il y a pas mal de choses au niveau des siècles. Hein. Par exemple, en 1537, en Franconie, il y a eu des batailles, en fait, pareil, dans la forêt de Thuringen, et des sortes de batailles dans le ciel. Et on retrouve, en fait, les pointes de lance qui ont brûlé, qui étaient fondues. Alors, il y a un cas aussi intéressant, c'est... alors, on ne sait pas si c'est vraiment un des premiers cas ovnis, ou s'il s'agit d'un récit, ou s'il s'agit d'un vrai cas. C'est en 1790, donc c'est à Alençon. On va dire que c'est peut-être le premier cas en français, enquêté par le commissaire Liabov, et donc une sorte d'ovni ou de boule tombe, et donc en sort un petit trait qui s'échappe et qui disparaît dans les bois. Et donc cette boule après disparaît en cendres. Alors c'est un des premiers cas qui est donc enquêté, donc où il y a des témoins avec des commissaires, le maire, mais on ne sait pas encore véritablement s'il s'agit d'un cas réel ou d'un cas de récit. Donc il y a pas mal de choses hein, dans le temps passé. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues dans le ciel. Par exemple en 1027, en Égypte, il y a également des bateaux de feu. À Reims, en 927, il y a des points lumineux qui apparaissent dans Paris. En 1254, il y a un objet lumineux qui apparaît en forme de bateau à Saint-Alban. Pareil en Franconie, un bateau d'acier dans le ciel en 1411. 1492, Christophe Colomb, dans son journal de bord, décrit une grande bougie qui traverse le ciel, par exemple. En 1527, il y a un cigare volant qui traverse la France, le pays. Donc il y a toute une énumération de cas qui ne sont pas des affiliations forcément, parce que il y avait beaucoup de témoins aussi. Par exemple, en Louisiane, il y a un objet lumineux à bâton rouge qui apparaît. En France, en 1856, il y a toute une phase d'observation. En 1883, à Marseille, il y a pas mal de choses aussi qui apparaissent dans le ciel. En 1561, une bataille carrément aérienne en Allemagne avec des globes géants. Donc il y a pas mal de choses au cours des siècles qui remontent, on va dire, à très loin. Donc on va continuer.